il faut vraiment être drivé par la passion dans l'entrepreneuriat. Sinon, ça semble être surhumain en fait de faire ça. Mon nom est Alexis Coury. J'étais à l'ESSEC de 1999 à 2004, si on compte tout. Donc actuellement, je travaille chez Adobe. Et en fait, avant d'être chez Adobe, j'ai fait partie pendant 12 ans d'une start-up qui s'appelait Allegorithmic et qui s'est fait racheter par Adobe début 2019. Quand je suis arrivé à l'ESSEC, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. C'était vraiment complètement flou. Si ce n'est que j'avais quand même une affinité pour tout ce qui était, on va dire, histoire, géographie, économie, business. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais quand même, je veux dire, j'avais pas fait une prépa HEC pour rien. J'avais quand même une attirance pour la partie business. Mais j'avais vraiment aucune idée de dans quelle direction j'allais évoluer. J'avais une passion pour le graphisme, pour le jeu vidéo, et j'ai toujours été très contemplatif. C'est-à-dire que la moindre nouvelle innovation, j'étais comme un ouf. J'étais vraiment hyper intéressé, je me documentais énormément, j'achetais tous les magazines possibles, etc. Bon. Ceci étant dit, je n'avais pas accès malheureusement aux dernières technologies. Mes parents n'étaient pas très motivés par ça non plus, et du coup, j'avais jamais accès aux dernières générations. Donc j'étais toujours en fait en attente et en frustration un peu par rapport aux technologies liées aux jeux vidéo, ce qui a généré aussi chez moi une vraie passion qui sera hyper importante pour la suite parce que quand tu fais l'entrepreneuriat, si tu n'as pas un drive énorme et une passion, c'est quand même difficile de tenir le coup. Donc voilà, c'était la première passion, c'était ça. La deuxième passion, c'est la musique. J'ai commencé très tôt, j'ai supplié mes parents de faire de la musique, c'est-à-dire que j'adorais faire de la musique, j'adorais faire du solfège, c'est quand même un peu bizarre parce que c'est pas quand même un peu rébarbatif. Donc j'adorais le solfège, j'adorais la musique et je me suis vraiment plongé dans le piano à fond pendant plus de 15 ans. Et en fait, ces deux passions ont évolué en parallèle. Et c'est intéressant parce qu'en fait, justement, elles vont converger en fait un peu plus tard. En première année, j'ai découvert ce que c'était que l'ESSEC. Bon, voilà, beaucoup de rencontres fantastiques. J'ai participé à l'association Music Hall, donc qui faisait des comédies musicales. J'ai été énormément investi. J'y ai passé des dizaines d'heures par semaine pendant plusieurs années. J'ai participé à la composition, j'ai participé vraiment à tous ces projets. Je me suis fait énormément d'amis qui, jusqu'à aujourd'hui, en fait, on est toujours en contact. Donc ça a vraiment créé beaucoup de liens. Et mon premier stage en fait, à l'ESSEC était dans une boîte de jeux vidéo, dans le marketing en fait. Et c'était un peu étonnant, c'était pour une boîte qui n'existe plus, qui s'appelle Cryo, qui était un fleuron de l'industrie du jeu vidéo français dans les années 90. Et donc j'ai fait un stage marketing qui était assez étrange en fait. Il n'y avait pas grand chose à faire, c'est-à-dire que je ne travaillais pas beaucoup. Et l'entreprise n'était pas très bien organisée. Et on me demandait de faire des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir en fait avec les jeux vidéo. Donc c'était assez rigolo. Je me rappelle en fait. Donc Cryo développait en fait un jeu vidéo en ligne. À l'époque, c'était des pionniers qui faisaient un jeu vidéo en ligne alors qu'il y avait des modems téléphoniques. Donc il n'y avait pas la bande passante, etc. Il fallait se connecter au téléphone. Ils faisaient un jeu de cherche au trésor mondial. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a tout un clan en fait, de gens qui cherchent des trésors dans le monde. Et notamment, le plus connu, ça s'appelle la Chouette d'Or. Je ne pense pas que vous avez déjà entendu parler, c'est assez obscur. Mais donc, en gros, il y a un grand concours international de recherche au trésor, et ça n'a jamais été trouvé jusqu'à aujourd'hui, la fameuse Chouette d'Or. Et en fait, ils faisaient un partenariat avec le gars qui, justement, avait écrit la Chouette d'Or, qui s'appelle Max Valentin, qui est décédé depuis. Et ils ont reproduit en fait la chasse au trésor, mais en ligne, sachant qu'il y avait un vrai trésor physique à trouver au final. Bon. Et je me rappelle, l'une de mes missions en tant que stagiaire, c'était en fait d'aller au musée qui avait le trésor en question, qui était un masque en or égyptien, d'un sarcophage de pharaon, et de l'emmener en fait d'un point A à un point B. Mais il n'y avait aucune. Je devais juste prendre ma voiture, j'avais une Fiat Bumbo. Et j'avais mis le masque en or dans mon coffre, sans aucune protection.
Et je devais le transporter en fait du musée jusqu'à un autre endroit. Donc ça valait extrêmement cher. Mais voilà, on m'a juste dit, tiens, va chercher le masque et apporte-le là-bas sans aucun process. Voilà. Donc c'était extrêmement amateur, un peu bizarre, et j'avais surtout à faire des choses comme ça. Donc c'était beaucoup de logistique. Et bon, j'ai pas appris grand-chose, voilà. Et en fait, ça m'a un peu démotivé à l'époque, en me disant, bon, peut-être que c'est pas, en tout cas, c'est pas dans le marketing que je veux aller. Ça, c'est pas trop mon truc. Ensuite, je suis retourné à l'ESSEC. J'ai fait un apprentissage chez Deloitte en audit qui m'a permis de financer l'ESSEC et d'apprendre la comptabilité. Bon, je n'étais pas passionné de comptabilité, mais je dois dire que jusqu'à aujourd'hui, ça m'est utile. Donc voilà, ça au moins j'ai appris quelque chose. À la sortie d'école, j'ai commencé mon premier travail dans une société de conseil en stratégie pricing qui s'appelle Simon Kucher et Partners, SKP, qui à l'époque était assez petit, c'était quelques centaines de personnes. Depuis, ça a énormément grossi. C'est devenu la référence mondiale en fait du pricing. Et c'était intéressant parce que c'était en fait un peu entrepreneurial. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au bureau de Paris, ils étaient seulement une quinzaine de personnes, même pas. Et en fait, on m'a embauché parce que le business était en forte croissance. Ils avaient besoin de gens à mettre sur des missions. Et là, ça a été vraiment l'apprentissage sur le tas à vitesse grand V. C'est-à-dire qu'on m'a vraiment envoyé dans la gueule du lion. Et j'ai dû apprendre en l'espace de 6 mois à faire de la programmation sur des choses extrêmement compliquées que je ne connaissais pas trop. J'avais un manager qui était plutôt bon, qui m'avait pas mal épaulé, mais alors vraiment c'était des périodes difficiles parce que là j'étais de retour en prépa quoi. J'étais de retour en prépa avec énormément de choses à apprendre qui étaient vraiment compliquées et techniques, c'était pas trop mon domaine à la base. Mais du coup ça m'a appris la programmation. Donc évidemment, c'est pas du tout. Je suis incapable de taper du code aujourd'hui, mais en revanche, je peux comprendre. Je peux comprendre comment les développeurs travaillent, quelles sont les contraintes, et donc du coup, ça m'a donné aussi une affinité par rapport à tout ce qui est code. Bon. Au bout de 4 ans, j'aimais beaucoup le boulot. Les collègues, je m'entendais super bien avec les collègues. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore potes. Mais au bout de 4 ans, en fait, j'étais devenu extrêmement spécialisé sur un type de mission. Et en fait, on n'osait même plus me mettre sur d'autres types de missions. Donc je faisais un peu tout le temps la même chose. Et j'ai commencé un peu à m'ennuyer. Et surtout, je commençais à me dire, non mais vraiment, ma vraie passion, c'est vraiment le jeu vidéo, quoi. Donc ça ne sert à rien que je perde du temps. Du coup, j'ai parlé à mon boss. Je lui ai dit, écoute, voilà ce que je veux faire dans la vie. Moi, je veux aller dans le jeu vidéo et je veux faire l'entrepreneuriat. Je suis passé à mi-temps. Et j'ai dit, voilà, je m'occupe des clients pour ne pas les laisser tomber. Je continue les missions jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Et dans le mi-temps que j'avais, j'ai été chercher des missions de freelance, justement, dans le milieu du jeu vidéo. Donc j'ai fait quelques petites missions à droite à gauche, et j'ai fini par trouver en fait une mission pour un studio de développement de jeux mobiles. C'était avant l'iPhone. Donc imaginez, c'était des jeux mobiles sur des téléphones un peu pas très ergonomiques. Et surtout, c'était du développement extrêmement compliqué où il fallait faire pour des centaines de plateformes différentes. C'est très compliqué. Bon, mais on me proposait en fait de faire une mission de conseil pour justement optimiser les process de production dans cette boîte, qui était essentiellement localisée en Pologne. Ça s'est très bien passé. Ils m'ont proposé de devenir directeur général par la suite. Donc là, j'ai complètement abandonné mon travail de conseil et je suis devenu directeur général de cette entreprise qui faisait du jeu mobile. Alors, c'est pareil, c'était très dur. C'était très dur, notamment au niveau des RH, parce que c'était vraiment de la production au sens de l'usine, quoi. C'est-à-dire que l'usine digitale, avec des centaines de personnes, avec un turnover énorme, etc. Mais j'ai appris les contraintes de production. J'ai appris comment on faisait des jeux vidéo et quelles étaient les contraintes, etc. Donc ça a encore stacké un petit peu sur mes domaines de compétences. J'ai rencontré quelqu'un. Via en fait une copine de l'ESSEC qui m'a dit tiens tu devrais rencontrer mon petit copain, vous avez des points communs, je pense que vous allez bien vous entendre. Il est passionné en fait de graphisme, d'effets spéciaux, de jeux vidéo. C'est un mathématicien, d'accord, et il est sur un projet et il vient de lever un petit peu d'argent, tout petit peu, quelques centaines de milliers d'euros. Et il a besoin d'une contrepartie business en fait, stratégie, il ne sait pas trop comment s'y prendre, il a des idées mais il a vraiment besoin de travailler avec quelqu'un. Bon, je rencontre cette personne qui s'appelle Sébastien et on clique, je me rappelle, on a passé des heures et des heures à discuter, on s'est retrouvés dans un restaurant à Paris
Et on a commencé à parler. Bon, et là, franchement, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'on bosse ensemble. Donc j'ai commencé à lui donner plein d'idées. Justement, je lui ai parlé de musique, je lui ai parlé de jeux vidéo, je lui ai parlé du conseil, je lui ai parlé de stratégie pricing, je lui ai parlé de plein de choses. Et il a dit, bon, écoute, essayons de travailler ensemble. Bon, rapidement, en fait, on s'est mis d'accord. J'ai démissionné de mon travail précédent. Il avait déjà créé l'entreprise 4 ans avant, mais pendant 4 ans, c'était extrêmement recherche et développement. C'est-à-dire qu'ils étaient quelques personnes, ils étaient 5, je crois. C'était lui et des élèves à lui, parce que c'était un mathématicien qui donnait des cours à la fac, qui avait un PhD en computer science. Et il avait embauché 4 de ses étudiants pour travailler avec lui. Et c'était vraiment la suite de sa thèse. Donc il a fait une thèse sur un sujet assez obscur, qui était en fait, il voulait décrire la manière dont les nuages se formaient en utilisant des maths. Parce que les nuages, en fait, c'est des formes extrêmement compliquées, difficilement prévisibles, et il voulait en fait trouver des formules mathématiques qui permettaient de décrire les nuages. Et il a extrapolé en fait des travaux d'un mathématicien très connu qui s'appelle Perlin, des années 80, où il a en fait démultiplié le pouvoir d'expression de certaines formules qui permettaient, en théorie, de décrire n'importe quelle matière dans l'univers. Bon, ça a l'air un peu grandiose comme ça. C'était très théorique, mais en revanche, il a réussi, donc il a fait cette thèse, et ensuite il a dit, tiens, en fait, ce que je fais, ça pourrait être utile pour certains marchés, notamment les effets spéciaux, qui ont des besoins en fait de créer des formes un peu chaotiques, mais naturelles, etc., à partir de code. Donc il a commencé à demander à ses employés de mettre ça en fait sous forme de logiciel, mais c'était vraiment de la techno pure, c'est-à-dire que c'est pas du logiciel avec une interface, c'est plutôt des bouts de code que tu intègres en fait dans des plateformes, des choses comme ça. Bon. Ça c'est le début, donc lui de son côté, il a fait beaucoup de recherches, notamment aux États-Unis, beaucoup ici en fait, a parlé beaucoup avec les gens du milieu du film pour comprendre en fait quels étaient leurs besoins et comment est-ce qu'ils pouvaient les aider. Donc il a fait, on va dire, un peu de bizdev, mais il n'avait rien à vendre. Mais il essayait de rencontrer des gens, de faire des partenariats, et c'est quelqu'un qui a énormément de charisme et tu as envie d'être son pote en fait. Donc il a réussi à construire des relations à cette époque-là. Quand je suis arrivé, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc il avait en fait un produit qui existait, sauf que personne ne l'avait encore acheté, et en fait c'était extrêmement difficile à utiliser. Bon. Mais il y avait un potentiel sur la technologie qui était avéré. Entre 2007 et 2009, on avait à peu près 2 ans d'argent à dépenser. C'était l'argent qu'il avait levé auprès de Dassault Systèmes. Donc, c'était le PDG de Dassault Systèmes qui avait dit, tiens, j'ai envie d'aider une jeune pousse française, je vais mettre un petit peu d'argent pour aider à développer. Ils avaient un projet, c'est Dassault Systèmes, qui pouvait potentiellement utiliser la technologie. Au final, ils ne l'ont pas utilisé. Mais il y avait potentiellement aussi un truc avec Dassault Systèmes. Donc, pendant 2 ans, moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai parcouru le monde. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps en Asie, notamment, en Corée du Sud, en Chine. Parce qu'à cette époque, on avait identifié que là où il pouvait y avoir en fait un intérêt, c'était pour les jeux en ligne. Justement, c'était les premières années des jeux en ligne, massivement multijoueurs. Et en fait, la Corée du Sud et la Chine avaient inventé un nouveau business model à l'époque qui s'appelait le free-to-play, qui est devenu aujourd'hui extrêmement connu. Mais à l'époque, il n'y avait que en Chine et en Corée du Sud où ils faisaient ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Corée du Sud et en Chine, il n'y avait pas de console, c'était que du PC. Les gens n'avaient pas les moyens de toute manière de s'acheter eux-mêmes du matériel. En Corée du Sud, un peu plus, mais il y a 10-20 ans, ce n'était pas le cas. Et les gens, en fait, jouaient dans ce qu'on appelle des PC Bang ou des cybercafés à des jeux en ligne gratuits. Bon. Et en fait, le business model du free-to-play dans ces pays-là, c'était d'avoir un maximum de joueurs. Et sur tous ces joueurs-là, il y aurait certains des joueurs qui allaient payer pour quelque chose, des équipements, des armes, etc. Et c'est comme ça qu'ils allaient construire le business. Et à l'époque, personne dans l'Occident, en fait, pensait comme ça. Et les jeux en ligne, c'était pas comme ça que ça fonctionnait. World of Warcraft, qui est un des premiers gros jeux en ligne, tu payes un abonnement tous les mois. Mais c'était pas du free-to-play, etc. Bon. Et à l'époque, il n'y avait pas les jeux sur mobile et tout ça. Donc, en Chine et en Corée, il y avait énormément d'investissements pour ce genre de jeu, free-to-play. Et, en plus de ça, ces pays, ils avaient des problèmes de bande passante. Parce que pour télécharger les jeux, qui faisaient plusieurs gigas, eh ben, il fallait des heures et des heures, voire des jours.
Et le problème, c'est qu'ils voulaient avoir un maximum de joueurs. Et le premier bloqueur, c'était le téléchargement. Et avec la technologie qu'on avait, on avait un moyen en fait de faire, non pas de la compression, mais de réduire en fait des textures, des images, sous forme de pixels, sous forme de code. Et c'était extrêmement petit. Donc à la place de stocker des images avec des pixels et des couleurs, on a fait des lignes de code qui faisaient quelques kilooctets, et on avait un moteur qui permettait de générer en fait ces textures à la place de les stocker. Bon, c'est un peu compliqué, mais en gros, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que les jeux, en fait, il y avait à peu près 50% de la taille du téléchargement qui étaient des textures. Et on pouvait potentiellement les réduire à quelques kilooctets, et du coup diviser par 2, par 3 la taille des jeux, ce qui fait qu'il y avait beaucoup plus de gens qui pouvaient télécharger et plus vite. Donc ça, c'était tout le pitch. Donc pendant 3 ans, j'ai essayé de vendre ça, en Chine et en Corée du Sud, essentiellement, un petit peu aux États-Unis aussi. C'était extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde disait la technologie est géniale, ça a l'air super, mais dès qu'on les mettait dans les mains des utilisateurs, c'était extrêmement compliqué à utiliser. C'est-à-dire qu'on demandait aux artistes de complètement changer la manière dont ils travaillaient. C'était pas un outil du tout fait pour les artistes, on s'adressait aux ingénieurs. Et en fait, les ingénieurs, ils implémentaient les trucs, et ils demandaient à leurs artistes, bon, maintenant, fais-moi les choses comme ci et comme ça. Et les mecs, ils étaient complètement perdus. Ils disaient, bah non, moi j'utilise Photoshop pour faire mes textures, là tu me demandes de faire du code, jamais de la vie. Donc en fait, on vendait un petit peu. La plupart du temps, les gens ne l'utilisaient pas. Mais en revanche, les gens voyaient le potentiel de la technologie. Bon, arrivé fin 2009, on n'avait plus d'argent. On ne pouvait plus payer nos employés et il fallait qu'on lève de l'argent. Donc en gros, on s'est dit, bon, c'est trop bête d'en rester là parce qu'on commence à avoir un peu de succès. Alors, il fallait qu'on lève de l'argent. Malheureusement, il y a la crise des subprimes qui était passée par là. Et en gros, c'est en 2009-2010 que ça a vraiment frappé la France. Très durement. Impossible de trouver de l'argent. C'est-à-dire qu'on a fait tous les fonds de Paris. Ils nous ont tous reçus en interview. Et à la fin, ils nous disaient « Ah bah non, vous n'êtes pas rentable. » Bah oui, on n'est pas rentable, évidemment. Donc ça, c'était très compliqué. Et au final, on a réussi à trouver en fait de l'argent auprès d'un fonds régional auvergnat, parce que j'ai oublié de le dire, l'entreprise était à Clermont-Ferrand. Et en fait, on a réussi à trouver... alors déjà, on a eu un bon support des banques locales. Les banques locales nous ont beaucoup aidés. Et à chaque fois qu'on avait le moindre contrat, ils nous faisaient des avances pour pouvoir payer, etc. Je peux vous garantir qu'il y a des mois, on ne dormait pas. On ne se payait pas. Sébastien et moi, on ne se payait pas. Et puis, on payait les employés. On a toujours payé les employés, tous les mois. Nous, pas tous les mois. Mais en revanche, on a réussi à garder assez de cash pour payer tout le monde tous les mois. Mais donc, on a trouvé ce fonds régional, qui s'appelle Sofimac, qui avait en fait de l'argent de l'Europe et qui devait investir son argent dans des entreprises auvergnates dans la technologie. Et il n'y en avait pas beaucoup. Donc eux, pour le coup, ils ont dit « Ouais, très bien, on va vous aider ». Et là, ça a débloqué la situation, parce que derrière, il y a l'équivalent de BPI à l'époque qui a pu mettre aussi par-dessus. Et on a réussi à avoir un petit peu d'argent pour rentrer dans la deuxième phase, qui est en fait le moment où on a pivoté. Parce qu'on s'est rendu compte que même si on faisait un produit qui était parfait, le marché était minuscule et que malheureusement, il ne fallait pas s'adresser aux ingénieurs, il fallait s'adresser aux artistes. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse un outil pour les artistes et non pas pour les ingénieurs. Et qu'il y avait un vrai potentiel. Parce que si on arrivait à avoir les artistes qui utilisent le logiciel, derrière, la technologie allait ouvrir des portes, en fait, pour travailler différemment et de manière beaucoup plus productive. Donc on s'est mis en 2009 à créer un tout nouveau produit qui allait être basé sur la technologie, mais il y aurait eu une interface qui serait vraiment pour les artistes. Et pour s'adresser aux gens qui aujourd'hui utilisaient Photoshop, et en leur montrant quelque chose qui soit suffisamment similaire pour qu'ils puissent effectivement switcher. Donc c'est là qu'on a sorti donc, un logiciel qui s'appelle Substance. Et jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Donc Substance, donc à l'époque ça s'appelait Substance Designer, en fait a eu un succès d'estime. C'est-à-dire qu'on sort la première version, 2010, et on a quelques milliers de personnes, 2000 personnes qui l'achètent. Ce qui est déjà beaucoup en fait. Et on le vendait très cher parce que c'était du B2B. C'est vraiment du B2B, donc on le vendait peut-être 2000 ou 3000 $ pièce. Bon. Succès d'estime. Et en gros, on se dit, bon, ça nous a permis en fait de dire, voilà, là il y a quelque chose. Voilà, et on ne veut pas s'adresser à 2000 personnes, on veut s'adresser à 200 000 personnes. 200 000 personnes, c'est grosso modo
l'intégralité du nombre d'artistes 3D qui bossent dans les studios de jeux vidéo et le film. 200 000 personnes à peu près. Et qui font des textures. Bon. Donc on a commencé à faire une première version de Substance Designer avec un succès d'estime, mais bon, pas énorme. On a fait une deuxième version, et là on a commencé à faire des partenariats vraiment intéressants. Donc on a fait un gros partenariat avec une société qui s'appelle Autodesk, qui est en fait une boîte énorme, qui vaut plusieurs milliards, qui faisait essentiellement des logiciels pour l'architecture, mais aussi, AutoCAD par exemple, c'est très connu, mais aussi des logiciels, donc ça voudra probablement rien, qui s'appelle Maya et 3ds Max, qui étaient des logiciels de modélisation 3D, très utilisés dans le monde du jeu vidéo et du film. Et on a fait un contrat avec eux pour intégrer notre technologie gratuitement dans ces logiciels, pour que les artistes qui créent en fait, avec Substance puissent utiliser en fait, les deux logiciels ensemble. Donc on a fait un premier gros partenariat avec Autodesk, qui nous a permis d'avoir un assez gros contrat d'ailleurs, parce qu'ils nous payaient pour ça, et aussi avec Unity, qui est un moteur de jeu qui était très tout petit à l'époque, et qui depuis est devenu un énorme truc. C'est-à-dire que depuis c'est devenu une boîte qui est cotée, qui vaut pareil plusieurs dizaines de milliards, etc. Bon. Et à l'époque, donc 2009-2010, on a fait des partenariats avec ces deux entreprises qui nous ont permis de dire on va proliférer en fait l'utilisation de la technologie, on va le donner gratuitement à un maximum de gens pour que tout ce qui est produit avec nos outils Substance puisse être lu en fait dans les logiciels mainstream qui sont utilisés dans l'industrie. Et ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire que la deuxième version, on a plutôt vendu 10 000. Et là, il y a eu un autre truc qui s'est passé où là, c'était un coup de bol. Pas un coup de bol, mais disons qu'en gros, dans toutes les histoires entrepreneuriales, c'est toujours un mix entre la persévérance, du talent et de la chance. Donc là, le coup de bol, c'est qu'en fait, en 2012, sont sorties en fait les spécifications des nouvelles consoles qui allaient arriver sur le marché, PlayStation 4 et Xbox One à l'époque, qui étaient suffisamment puissantes pour en fait gérer les graphismes d'une manière totalement nouvelle, qui permettait de faire des choses beaucoup plus réalistes, sauf que les textures, les matériaux qui devaient être utilisés pour faire ça, ils n'étaient pas du tout faits de la même manière qu'avec Photoshop. Donc en gros, pour expliquer très simplement, quand tu es sur Photoshop, tu dessines chaque pixel avec une couleur. Le problème, c'est qu'en gros, tu as juste une couche, quoi. Tu as une couche de couleur. Et en fait, avec ces nouvelles consoles, ce que les cartes graphiques permettaient, c'était non seulement d'avoir une couche de couleur, mais aussi d'autres couches. Ce qu'on appelle la spécularité, la rugosité, la hauteur, qui en fait permettent en fait de bien interpréter comment la lumière se comporte sur les objets. Et pour créer en fait ces différentes couches techniques, Photoshop, tu ne pouvais pas le faire. Il fallait le faire complètement à l'aveugle, alors que ce qu'on proposait nous dans notre outil, en fait, pour pouvoir créer ces différentes couches techniques, c'était juste un clic. Et donc tout d'un coup, quelqu'un qui voulait faire quelque chose de très réaliste, qui réagissait bien par rapport à la lumière, et en fait, il avait besoin de 10 fois moins de temps pour le faire avec notre outil. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nous qui l'avons forcément compris, enfin, on avait des intuitions, mais c'est en fait les développeurs de jeux eux-mêmes avec qui on commençait à travailler qui nous ont dit « mais votre truc là, il suffirait juste de changer un tout petit truc et a priori vous devriez y arriver ». Donc c'est là, c'était en 2012-2013, que on a eu en fait les premiers gros développeurs de jeux, donc en l'occurrence 2 développeurs de jeux à Los Angeles, un qui s'appelle Naughty Dog et un qui s'appelle Treyarch, qui sont extrêmement connus dans l'industrie. Naughty Dog, ils sont connus pour Uncharted et Last of Us, récemment, et Treyarch, c'est un des studios qui fait les Call of Duty. Bon, ils sont plusieurs. Et donc, les gens dans ces studios nous disent, bon, on va vous aider à finaliser, quoi. Et en fait, hyper rapidement, ils nous ont juste dit, on a des ingénieurs qui ont bossé en direct de Clermont à Los Angeles, qui ont développé le truc. Et alors moi, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Donc, j'ai pris ma femme et ma petite fille qui venaient de naître. J'ai dit à ma femme, écoute, le seul moyen pour que ça fonctionne, c'est qu'on soit sur place. Et que je sois avec un artiste aussi, qu'on soit chez les gens, dans les studios, qu'on les harcèle toute la journée, pour qu'ils utilisent l'outil correctement, qu'on remonte les moindres problèmes qu'il y a, qu'en temps réel, en France, ils fassent les modifications pour qu'en gros, ça puisse fonctionner. Donc on a fait un peu du co-développement en se disant, si ça marche, tout le monde va vouloir l'utiliser. Donc, c'est ce qu'on fait. Et au bout de quelques mois, donc moi j'arrive aux États-Unis début 2013,
Et en fait, ce qu'on appelle le pipeline était à peu près finalisé l'été 2013, donc 6 mois après. Et à partir de là, bon, on commençait à vendre un peu plus de licences, mais on n'était pas encore rentable. À partir du moment où l'industrie a entendu en bouche à oreille que ces deux studios, puis d'autres au fur et à mesure, avaient utilisé Substance à la place de Photoshop pour faire leur prochain jeu, pour les nouvelles consoles, ça s'est répandu, mais alors comme un feu de forêt. C'est pas très cool de dire ça, mais ça s'est répandu extrêmement rapidement. Et en fait, en l'espace de 3 ans, toute l'industrie avait switché. Donc, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus productif, que Photoshop n'était plus adapté en fait à ça. Et du coup, Substance est devenu la référence mondiale pour faire du texturing, d'abord pour le jeu vidéo et ensuite pour le film. Et ça a été très rapide, parce que c'est un monde en fait qui s'informe très rapidement, qui est tout le temps à la recherche des dernières innovations et qui est vraiment early adopter. Alors, je ne dirais pas ça de toutes les industries, hein, parce que en gros, mais en l'occurrence, c'est vraiment des industries qui sont en permanence à la recherche, qui investissent énormément en R&D, et la moindre différence graphique permet de se différencier et de gagner en productivité, etc. Bon. Alors, cette période, en fait, à partir du moment où on a commencé à avoir vraiment de l'attraction, là, c'est l'expansion commerciale. Donc, on a commencé à ouvrir des bureaux un peu partout dans le monde. Donc, moi, j'étais à Los Angeles. Je drivais tout le business au niveau mondial. On a ouvert un bureau à Shanghai, à Séoul, à Montréal. Plusieurs bureaux, là où il y avait grosso modo du business, là où il y avait des clients à rencontrer sur place. On était extrêmement proche des clients. On passait beaucoup de temps sur place à remonter les feedbacks. On était très proche de l'équipe produit. Et on a vraiment dominé le marché pendant toutes ces années. Il y a plein de compétitions qui a commencé à arriver en disant « Oh là là, il y a un business qui arrive ». On a toujours été au-dessus de la compétition. On n'a jamais personne qui a vraiment réussi à faire mieux que nous. Et la plupart du temps, en fait, les mêmes, j'ai envie de dire, la compétition, ils déposaient les armes. Ils se rendaient compte que même quand ils avaient une bonne idée, en fait, 2 mois après, on faisait la même chose. Et en plus, on avait vraiment beaucoup plus de moyens qu'eux, parce qu'on était plus gros, donc c'était compliqué. Donc on a réussi à devenir un leader sur une niche. Voilà, sur une petite niche, mais en revanche, leader mondial, respecté, super. Alors, on n'avait pas besoin d'argent, mais le fameux investisseur auvergnat qui avait investi en 2010 a voulu sortir. C'était la fin du cycle en fait. Et il nous a dit, faut trouver un acheteur pour nos parts. Soit vous faire racheter, soit trouver un acheteur pour nos parts. Donc du coup, on a commencé à chercher en fait des investisseurs, non pas pour lever de l'argent, mais juste pour remplacer en fait des actionnaires qui voulaient partir. Parce qu'ils avaient des comptes à rendre à leurs propres investisseurs. C'est des cycles de 5 à 7 ans en général. Bon. Et là, c'était compliqué. Là, c'était compliqué parce qu'en fait, pour nous, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. On voulait s'assurer en fait qu'on n'avait pas n'importe qui rentrait dans le capital. Et en fait, on en a profité. On avait non seulement Sophie Mac, donc cet investisseur auvergnat qui était là, mais on avait aussi Dassault Systèmes qui avait toujours des parts depuis longtemps. Et en fait, ce qu'on a été chercher, c'était d'abord en fait un racheteur complet, en se disant bon, c'est peut-être le moment. On a eu des propositions qui n'ont pas été jusqu'à des propositions finales. On a eu, on va dire, des discussions avancées, mais ça ne nous plaisait pas du tout. Ça ne nous plaisait pas du tout. Et vraiment, on n'avait pas envie. Enfin, on se disait que c'était pas le moment. Et voilà. Et du coup, on a cherché plutôt un investisseur pour racheter en fait les parts juste de ces 2 investisseurs qui voulaient sortir. Et en fait, c'est là qu'on est rentré en contact avec Adobe, qui en fait était intrigué par la 3D, qui avait entendu parler de Substance, qui avait effectivement remplacé Photoshop dans le monde du jeu vidéo, sauf que pour eux, ça représentait même pas 1% de leur chiffre d'affaires, donc ils s'en fichaient un petit peu. Mais ils avaient entendu parler. Et ils disaient, mais c'est quoi ce truc? Et ils se disaient, bon, ils étaient intrigués, mais ils ne s'intéressaient pas du tout à la 3D, mais ils étaient intrigués. Et ils ont dit, tiens, pourquoi pas, on pourrait investir. Et nous, ça nous arrangeait parce qu'en fait, il y avait en plus un contrat commercial avec eux et un petit peu de partenariat technologique. Bon. Ils étaient extrêmement hands-off, ça s'est très bien passé. On avait un bon contact avec eux, ils nous ont rien imposé du tout. C'était vraiment comme un investisseur complètement passif. Mais en revanche, il n'y avait pas eu de cash qui avait été injecté. C'était purement du remplacement d'investisseurs, mais absolument pas de cash supplémentaire. 2017-2019, on continue à grossir de manière exponentielle. Ça se passe extrêmement bien. Et on commence à ce moment-là à se diversifier dans d'autres marchés.
Donc à se rendre compte que le marché de l'automobile, par exemple, dans le design, le marché de la mode, et ben en fait, ils avaient besoin aussi de ce qu'on faisait. Tu vois, par exemple, dans la mode, faire les tissus, et ben c'est une grosse galère en fait de faire les samples physiques de ces nouveaux tissus, alors que si on peut le faire en digital, non seulement c'est plus rapide, plus simple, mais en plus c'est sustainable aussi. Et en fait, on arrivait à une qualité graphique qui était suffisamment haute pour que ce soit aussi bien que du physique. Bon. Et donc on commençait à se diversifier un petit peu. Mais là, c'était beaucoup plus compliqué dans le jeu vidéo parce que là, pour le coup, il y avait une inertie énorme en termes d'adoption. Et autant c'était possible de convertir quelques personnes dans une boîte qui était un peu geeky, autant avoir une adoption à l'échelle dans des boîtes industrielles comme ça, c'était extrêmement compliqué. Mais le business explose. C'est-à-dire qu'on arrive, on grossit, on était extrêmement rentable, c'était génial, on a eu des années formidables, les employés étaient hyper ravis, on avait construit une culture qui était vraiment très forte, et on était devenu, on va dire, un peu un joyau en France, très peu connu, on avait fait extrêmement peu de presse, très peu de gens nous connaissaient, mais dans les faits, on était en fait un des joyaux technologiques voilà, dans le monde du digital. En 2018, beaucoup de boîtes commencent vraiment à s'intéresser à nous. Et on reçoit des propositions fermes de rachat, assez alléchantes, de plusieurs en fait, gros acteurs de l'industrie. On regarde sérieusement, et en fait, on doit informer Adobe, qui en fait avait, qui pouvait savoir ce qui se passait. Ils avaient quasiment 30%, donc en gros, ils devaient être informés. Et en fait, on met aussi Adobe dans la boucle, qui ne songeait pas à nous racheter. Pour eux, ce n'était pas forcément le timing. Et ce n'est pas une boîte très agressive en termes de rachat. Ils rachètent très peu de boîtes. Et ils ont plutôt tendance à être suiveurs, pas forcément des pionniers. Mais on met Adobe dans la boucle. Et en fait, les enchères montent, je veux dire, la tension monte. Et au bout d'un moment, on a le luxe de pouvoir choisir le projet. Donc, et là, on s'est dit avec Sébastien, on a eu des discussions, des dizaines d'heures de discussion. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait racheter? Est-ce qu'on continue comme aujourd'hui et c'est super cool? Est-ce qu'on fait une petite IPO? Est-ce qu'on va chercher un autre investisseur pour continuer à grossir? Donc on avait en fait les 4 possibilités. Et au final, le projet Adobe nous a convaincus. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'était pas forcément le projet où il y avait le plus d'upside en fait à court terme. Mais le projet d'Adobe, c'était quoi? C'était d'adresser la communauté des créatifs at large. Donc non pas les 200 000, 500 000 personnes qu'on adressait avec nos technologies, mais les 20 millions de personnes qui sont dans Creative Cloud. Donc vraiment faire 100 fois plus en termes d'audience que ce qu'on pouvait faire par nous-mêmes. Et on a commencé à réfléchir, on commençait à rentrer dans un mode de croissance plutôt organique sur la partie entertainment, alors qu'il y avait tout le reste de l'industrie, le product design, le fashion, l'automobile, l'architecture, qui en fait attendait qu'on arrive. Voilà. Donc on commence les discussions avec Adobe très sérieuses, et en fait, Sébastien, qui a mené, j'ai envie de dire, une bonne partie des négociations, il est très bon là-dessus, il a réussi en fait à négocier plein de choses qui étaient importantes pour nous. D'avoir une division qui était semi-autonome au sein d'Adobe, de garder la marque Substance, de garder tout le monde, et d'avoir en fait des postes suffisamment élevés pour être directement en relation avec le leadership, pour qu'en fait on puisse avoir de l'impact. Donc on a eu 95% de ce qu'on a demandé, ça c'était super cool, et on a effectivement rejoint Adobe en début 2019. En fait, quand il y a des acquisitions, il y a 2 types d'acquisitions. 3 types, pardon. Il y a ce qu'on appelle les acquire, où il n'y a pas vraiment de business, où c'est trop petit, en fait, et c'est essentiellement acheter des gens. Donc en fait, ils font l'acquisition de talents, mais ils ne valorisent pas le business. Et en général, dans ces cas-là, c'est des boîtes en général où il y a jusqu'à 50 personnes maximum, et ils discontinuent en fait les produits. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, on rachète les gens, on prend la technologie, mais votre business, on ne va pas le maintenir, et ils discontinuent en fait le business, et ils font autre chose avec. Il y a un deuxième type d'acquisition qui est très connu, ce sont les acquisitions stratégiques, des énormes trucs, à plusieurs centaines de millions ou plusieurs milliards on va dire, qui en fait, là il y a déjà un business, il y a déjà une culture, et il ne faut pas casser la dynamique.
Et surtout, c'est des business en fait avec des grosses marques, comme par exemple Microsoft qui rachète LinkedIn. Bon, LinkedIn, aujourd'hui, il n'y a pas de logo Microsoft nulle part, ça continue, voilà. Microsoft qui rachète Activision. Euh, en gros, c'est des grosses acquisitions stratégiques qui apportent énormément de business avec des synergies, mais en général, il y a assez peu d'intégration en fait qui est faite. Et il y a les acquisitions intermédiaires, où il y a déjà du business. Quand on s'est fait racheter, on faisait 20 millions de dollars de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros, de dollars, je ne sais plus, enfin 20 millions de dollars. On était 150, donc il y avait déjà pas mal de monde. Et du coup, ils n'avaient absolument pas l'intention de discontinuer le business, au contraire, ils voulaient garder ce business, en fait, la dynamique. Et en revanche, il fallait trouver des moyens de leverager, en fait, ce que Adobe pouvait apporter. Donc il y a eu une phase d'intégration qui a duré environ 2 ans, donc entre 2019 et 2021, qui était très dure. Qui était très dur parce que là, tout d'un coup, c'était le choc entre la petite start-up française, qui n'était plus trop une start-up et qui commençait à grossir, et la méga corporation américaine, qui effectivement avait tout un tas de process et qui avait des comptes à rendre à Wall Street. Adobe, c'est énorme comme boîte. C'est plus gros que Disney. Voilà. C'est une capitalisation gigantesque. C'est plus que 200 milliards. C'est monté jusqu'à 300 milliards avant que la tech s'effondre un peu au début de l'année. Donc c'est vraiment c'est dans les 50 plus grosses boîtes au monde. Très bien géré, très rentable, avec des gens extrêmement intelligents au niveau du leadership, mais qui n'ont pas l'habitude du tout de faire des acquisitions comme les nôtres. Donc trop gros pour être juste digéré directement, trop petit pour que ça soit complètement laissé de manière autonome. Donc c'était entre les deux. Et en fait, on a construit avec eux un peu le playbook pour ce genre d'acquisition. Voilà. Donc c'était vraiment stratégique pour eux parce qu'on était les seuls experts de la 3D, ils croyaient vraiment dans la 3D pour le futur comme un nouveau média. Et en gros, ils ont passé leur temps à essayer de mettre des carrés dans des ronds. Et nous, on a passé leur temps à leur dire qu'ils avaient tort, qu'il ne fallait pas faire comme ça. Et au final, ils ont fait pas mal de concessions. Ils ont été suffisamment sages pour faire les concessions, après qu'on soit battus. Et aujourd'hui, en fait, depuis 1 an, on est vraiment complètement intégrés et ça se passe très bien. Personne n'est parti. Le business a fait x5 depuis qu'on a été racheté. Et là, maintenant, on signe des deals. Avant qu'on était chez Allegorithmic, on signait des deals au maximum, c'était en centaines de milliers de dollars. Maintenant, on est plutôt en millions de dollars, voire dizaines de millions de dollars. Donc c'est vraiment une autre échelle qu'on n'aurait jamais pu faire en étant une petite entreprise par nous-mêmes. Parce que la force en fait de la marque Adobe et justement les fameux process qui existent donnent en fait une grande confiance qui permettent en fait de signer des deals à bien plus grande échelle sur 3 ans, sur 5 ans. Et ça, c'est le genre de choses qu'une startup ne peut pas vraiment faire parce qu'il y a un problème de confiance. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Tout le monde est vraiment motivé. Personnellement, je suis motivé. Et en gros, on rachète nous-mêmes des boîtes maintenant. C'est-à-dire que régulièrement, on fait des petites acquisitions. Notre division fait des acquisitions. Et là, en ce moment, voilà, on a la possibilité de faire des acquisitions, chose qui n'était pas vraiment possible quand on était une start-up, même une scale-up. Donc à l'époque, si je ne me trompe pas, donc quand on a été racheté en 2019, on faisait partie, pareil, ça n'était pas du tout publiquement, ça n'est pas sorti publiquement, on était dans le top 3 des plus grosses acquisitions d'entreprises françaises de l'année. Au moment de l'acquisition, on le savait, mais on a fait une war room au moment de l'annonce pour en fait répondre sur les réseaux sociaux. Donc sur Twitter, sur Facebook, et sur tous les réseaux sociaux de gamers notamment, on savait qu'on allait se prendre une avalanche de critiques. Ça a été bien pire que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'on s'est fait insulter, mais comme jamais, ça allait jusqu'à des menaces vraiment affreuses, etc. Sébastien, il a morflé. Lui, personnellement, il s'est fait menacer aussi. Enfin, les gens sont fous. Les gens sont fous. Mais donc, on avait préparé des questions-réponses à tous les community managers pour répondre, et on s'est acharné. Et en fait, comme d'habitude, ils sont passés à autre chose au bout d'une semaine. Voilà. Et ensuite, on les a proved wrong. Parce qu'ils disaient, vous allez faire ci, vous allez faire ça. On n'a rien fait de ce que les trolls pensaient qu'on allait faire. On a gardé la culture, on a gardé l'innovation, on a gardé les mêmes prix, à peu près. Donc on a finalement reconquis le cœur de la communauté assez rapidement. Mais il fallait s'y préparer. Je ne m'étais pas rendu compte suffisamment tôt de l'importance en fait de construire une équipe. C'est-à-dire que le moment où en fait on a vraiment
commencé à grossir, c'est quand on a commencé à recruter les bonnes personnes, les bons talents, pour justement créer un cercle vertueux. Et en fait, j'ai été trop longtemps tout seul. J'étais trop longtemps tout seul avec la fausse croyance qu'il n'y a que moi qui pouvais le faire. Voilà. Et en fait, il suffit de s'entourer en fait des bonnes personnes pour que tout d'un coup les choses se décantent. Et Sébastien, l'un de ses grands talents, c'est d'avoir réussi à s'entourer des bonnes personnes. C'est son grand talent jusqu'à aujourd'hui. Et il arrive à faire venir des gens exceptionnels. Maintenant qu'il est chez Adobe en plus, c'est encore plus simple. Il arrive à vraiment faire venir des gens exceptionnels dans son équipe et de s'entourer. On dit souvent qu'il faut s'entourer de gens qui sont plus intelligents que nous. J'ai l'impression que toutes les erreurs que j'ai faites ont servi à quelque chose d'une certaine manière. Bon, alors, on a fait des erreurs, clairement. On a fait des erreurs, on a eu des égarements complets sur certains sujets. À un moment, on a voulu créer des jeux. On s'est dit nous-mêmes, allez, on va monter un studio, on va créer nos propres jeux, etc. C'était complètement nul. Et tout ce qu'on a fait n'avait très peu d'intérêt et on n'en a pas appris grand-chose, au final. Bon. Mais ça, en même temps, on ne peut pas vraiment savoir. Je veux dire, c'était un projet, mais oui, si je pouvais ne pas le refaire, on aurait utilisé les ressources pour faire autre chose. On aurait peut-être été un peu plus vite. Clairement. Ça c'est évident. C'est-à-dire que déjà, bon, les rencontres, voilà, que ce soit dans le cadre de l'école directement ou les associations, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. Il y a très peu de gens en fait de l'ESSEC qui sont dans le monde du jeu vidéo, typiquement, ou de la 3D, il y en a très peu. Mais les quelques personnes qui ont suivi le même chemin, eh ben, on s'est clairement entraîné tout du long. Et c'était hyper important qu'il y ait ces alumni, quoi. Deuxièmement, typiquement les projets avec Musical étaient des projets qui étaient extrêmement ambitieux, très complexes, avec des grosses galères à gérer, un vrai esprit de troupe, etc., qui est très proche en fait du milieu de l'entreprise, dans les startups notamment. C'est très proche effectivement de ce qui se passe dans une startup. On est tous les coudes serrés avec des budgets, des timelines impossibles. Donc c'est une première en fait dramatization, comme on dit en anglais, mise en situation de ce que sera en fait le monde de l'entrepreneuriat. Et il y a aussi les cours d'entrepreneuriat en fait. Parce que ça, j'ai toujours su que c'était un truc qui m'intéressait et j'adorais les cours d'entrepreneuriat à l'ESSEC. Je me rappelle, ils faisaient venir en fait des intervenants qui racontaient leurs histoires, un peu comme ce que je viens de faire. Et je me rappelle, il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment marqué. Vraiment marqué. Et c'était un peu le même genre, c'est-à-dire que c'était vraiment que des situations improbables, des gens qui étaient à deux doigts de la banqueroute, qui ont rebondi, qui ont pivoté, qui ont foiré la première boîte, qui ont réussi la deuxième, etc. Bon, moi, j'ai eu de la chance, dès la première, ça a marché. Donc, je n'étais pas le fondateur, hein. J'ai rejoint un projet qui était déjà en cours, mais enfin, j'ai eu du bol, beaucoup de bol. La plupart du temps, c'est le deuxième, voire le troisième projet qui réussit. Et d'ailleurs, c'est intéressant, à la fin de l'ESSEC, j'avais un projet entrepreneurial qui était en fait un spin-off de ce qu'on avait fait pendant les cours d'entrepreneuriat, qui était de racheter un théâtre à Paris, avec deux copains, pour en faire le théâtre de comédie musicale de Paris. Et on a été très loin, on a été très très loin, on a failli racheter un théâtre, et ça a foiré en fait tout à la fin. Heureusement, ça aurait été l'enfer, je pense, mais on a été extrêmement loin dans ce projet. On est vraiment partenaires, voilà. Lui, c'est un scientifique avec une grande vision. Et en fait, c'est marrant parce qu'il décrivait, il me décrivait comment il travaillait dans les labos de maths. Donc il faisait partie d'un labo de maths, labo de recherche de mathématiciens. Et en fait, dans les labos de maths, il y a trois types de personnes. Il y a ce qu'on appelle les visionnaires, qui en fait, ils ont des visions mathématiques. Ils écrivent une formule au tableau, x carré égale, etc. Mais ils ne savent pas le démontrer. Ils ont une vision sur ce que ça devrait être. Ensuite, il y a des équipes qui en fait sont des gros bourrins qui démontrent, qui sont hyper forts et qui sont capables de démontrer. C'est les itératifs, en fait. Et il y a quelques personnes extrêmement rares qui font les deux, qui sont à la fois des visionnaires et qui sont capables de démontrer. Ça, c'est les vrais génies. Voilà, c'est les vrais génies, il y en a quelques-uns. Et bien, Sébastien, c'est le visionnaire, et moi, je suis l'itératif. C'est-à-dire qu'en gros, il avait des visions, parfois fausses, parfois vraies, assez impressionnant, il arrivait à se projeter en fait sur plusieurs années en avant, et moi, je mettais en œuvre. Je disais, ok, bon, partons du principe que ça c'est vrai, comment est-ce qu'on fait pour y arriver?
qu'est-ce qu'on met en place comme go-to-market, qu'est-ce qu'on doit développer comme produit, qu'est-ce qu'on doit faire, parce que j'allais même jusqu'à développer en fait des produits intermédiaires pour y arriver. Je faisais les dizaines de produits pour en dire, bon, ça va arriver dans trop tard, entre-temps, on peut faire ça qui va déjà résoudre quelques problèmes, voilà, on va aller sur tel marché dans un premier temps, etc. Donc, moi, j'étais vraiment celui qui allait donner le chemin, faire le chemin en fait de A à B. Et en fait, on a fonctionné comme ça pendant très longtemps. Il avait quand même une partie un peu business, et moi j'avais encore une partie un peu mathématicienne, mais en gros on avait vraiment ce truc où on se complétait complètement, et on a aussi recruté des potes quoi, dans l'équipe. C'est-à-dire qu'on a pris le risque en fait d'embaucher des gens, des potes, ça s'est bien passé, et j'ai envie de dire que toute l'équipe est devenue une grande bande de copains quoi.